passion, les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Bonjour tout le monde, bon réveil, bon début de semaine à vous et bienvenue chez vous. C'est votre bonjour d'Algérie, en effet, du lundi 15 février pour cette matinée. Eh bien, on vous réserve de bien belles surprises et de bons conseils aussi. J'espère que vous ne serez pas déçus, surtout on l'espère. Pour commencer d'ailleurs, on vous offrira une belle balade musicale. Vos rubriques habituelles du lundi, bien sûr, à commencer par celle de Yezid Ait Mahidine, qui viendra nous parler d'un été africain de l'illustre écrivain algérien Mohamed Dib, un roman marqué par le besoin de voir un monde bien plus humain pour une Afrique colonisée. La Saint-Valentin, c'était juste hier. On vous parlera d'amour avec notre première invitée, Anis Benariwa, qui est à la fois traducteur, éditeur, mais aussi romancier. Sa passion, eh bien, il l'exprime dans la langue de Shakespeare. Vous aurez même droit à un de ses poèmes, tout en musique, puisqu'il sera accompagné de son bras droit. C'était là, c'est là juste avant de recevoir notre deuxième invitée, une femme au parcours atypique. Vous verrez, elle était dans le domaine des finances et puis elle a décidé un bon jour de tout plaquer pour se consacrer à sa passion, l'artisanat. Je ne vous en dis pas plus. On connaît tous le parapente des hautes montagnes, mais est-ce que vous connaissez le parapente des dunes? Eh bien oui, ça existe. En plus, c'est chez nous, en Algérie. Découverte garantie avec notre collègue journaliste réalisateur Mohamed Yahyaoui, qui sera en direct avec nous par Skype de la ville mythique du sud, de la commune du sud, Janet. Mélie Moussaïd, dans sa rubrique Coin vert, eh bien, viendra nous présenter le fenouil, ce légume de forme bulbeuse, saveur anisée, aussi prisée pour ses valeurs, pour ses vertus gustatives, culinaires, mais aussi pour ses vertus santé. Zoom ce matin sur le fenouil et ses nombreux bienfaits, ses nombreuses variétés également. On vous dira bien plus tout à l'heure, évidemment. Donc c'était là l'essentiel de vos thématiques qui seront abordées dans ce numéro, tout en musique. Je ne sais pas si vous avez reconnu le fameux Armando Rumba qui vient de nous quitter. Paix à son âme, nos condoléances à toute sa famille, à tout le monde de la musique. On va commencer. Je rappelle que ce numéro est sponsorisé par Coral Peinture. Mais avant, eh bien, c'est l'heure de votre premier journal météo de la journée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Malaribi, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va, merci. Quel temps il fera aujourd'hui? Il fera beau. Beau ou froid? Oui, pratiquement beau et des vents sur le sud. D'accord, prudence donc si on est sur la route, même à pied. Hein. Exactement. C'est à vous. Merci Nour. Madame, monsieur, bonjour. Eh bien, pour aujourd'hui, Météo Algérie a émis une vigilance orange concernant les vents sur les wilayas du sud, des vents assez forts qui peuvent même atteindre les 80 km/h. Donc, la visibilité sera très réduite vers ces wilayas. Les wilayas concernés sont le sud de Ouargla, sud de Gardaya, nord d'Ilizi, le nord de Tamanrasset, Adrar, Tindouf, des vents de secteur est à nord-est. Donc, soyez très très prudents. Donc, la visibilité sera très réduite. Pour le temps, eh bien, on aura un ciel généralement dégagé sur les régions de l'ouest et le centre. Quelques passages nuageux en matinée à l'est, puis le ciel restera le plus souvent ensoleillé, avec formation de verglas cette fois-ci sur les Aurès, également les régions intérieures de l'est. Les températures, quant à elles, eh bien, elles sont plutôt fraîches par endroits. Le minimum 10 degrés du côté de Batna, 11 Constantine, 16 degrés Tizi Ouzou Alger, 13 à Annaba, 21 Oran, également Tlemcen, 15 degrés à Tiaret, 14 Al Bayad, au sud 16 degrés Biskra et Gardaya, 19 à Béchar, 20 degrés à Ilizi, 27 à Manrasset et Janet, 23 à Drarin Salah, 26 à Tindouf et 35 degrés le maximum cette fois-ci à Bodj, Bedi Mokhtar et Ingzem. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera plutôt agitée sur les côtes ouest, mais peu agitée sur les côtes centre et est. Les vents souffleront entre 30 et 40 km/h sur les côtes ouest et centre de secteur est à nord-est et 10 à 30 km/h sur les côtes est de secteur est à sud-est. Et comme toujours, on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h28. Et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama
أينما كنتم. Merci Amel Laribi pour toutes ces précisions. Et puis on vous retrouvera après le journal midi et 19h, deux rendez-vous quotidiens avec vous. Merci beaucoup. Merci et on commence cette matinée tout en musique avec Mariam Akeba, Ana Houra Fil Jazair. C'est pour vous en direct de Canal Algérie. Premier plateau, première rubrique, la vôtre, Yazid Aït Maheddine. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, oui, ça se passe bien. En forme? Oui, toute la forme. Alors, vous êtes venu nous parler ce matin d'un été africain. Mais j'ai perdu mon livre, il est où? Vous l'avez pas prêté? Oui, je ne l'ai pas trouvé. Mais vous l'aviez hier? Ah ben, il est dans ma tête, en fait. Ah, c'est encore mieux? Oui. Ben, on va vérifier ça tout à l'heure. Alors, Un été africain de Mohamed Dib, donc sorti en 1959, on a l'impression que c'est un roman qui a tout d'une pièce de théâtre. Oui, en fait, c'est un roman où il y a, la distribution un peu scénique, etc. Livre qui est sorti toujours chez le même éditeur, donc Le Seuil. Et c'est le prolongement, en fait, de la trilogie Algérie. Après Le métier à tisser, L'incendie et donc La Grande Maison, 59. C'est un peu dans le même prolongement, simplement il y a une petite différence, c'est qu'il n'est plus dans le roman traditionnel, comme il le dit d'ailleurs dans la préface de la traduction bulgare, où il dit que ce roman n'est pas
il n'a pas été écrit dans les canons d'écriture traditionnels. Ce n'est pas le roman traditionnel. Et lui, il ne fait pas de l'art pour l'art ou de la littérature pour la littérature. Mais la littérature, pour lui, c'est une quête de l'humanité qui existe chez les Algériens, chez ces personnages, les ouvriers, les paysans, etc. Les chômeurs, les patriotes, etc. Donc, qu'il appelle, lui, les non privilégiés, donc à l'époque coloniale. Oui, je reprends ces mots. Oui, en fait, c'est un filage un peu de plusieurs récits où l'on parle. Donc, les deux thèmes, le thème central, c'est clair, c'est la libération du pays. C'est une pensée pour tous les patriotes et les combattants de la révolution algérienne face à l'oppression coloniale. Et la deuxième des choses, c'est la libération de la femme, c'est l'instruction de la femme. Parce qu'il y a le personnage central féminin qui est Zakia, donc cette femme qui voulait s'instruire. Elle fait face à une société traditionnelle, à la féodalité, et là, cette société qui est en parallèle à la société coloniale essaye d'imaginer un autre avenir pour Zakia. L'avenir pour Zakia, c'est la femme mineure et c'est la femme qui est livrée au mariage et à la reproduction. En fait, Zakia dit basta, moi je veux un autre avenir pour moi. Donc elle cherche à devenir institutrice. Institutrice, c'est tout un symbole. C'est l'éveil, c'est la scolarité et c'est la femme citoyenne à part entière. Oui. Alors j'aimerais juste revenir sur le titre, Un été africain, donc un titre qui s'inscrit dans une africanité revendiquée. Et c'est pas par hasard que ça ne s'appelle pas Un été algérien. Oui, c'est un été africain parce que en fait, ça se passe en Afrique. Oui. L'Algérie, on est en été africain, on est en Afrique. En plus, l'été, c'est le moment des récoltes, c'est le moment l'été, c'est l'été 62 en fait, c'est l'indépendance. Et on voit aussi à l'époque, c'était un peu la renaissance de l'écriture et de la littérature africaine. Donc, Mohamed Dib s'installe et s'inscrit pleinement dans cette dimension africaine. En fait, mais par rapport aux écrits et aux romans de la trilogie Algérie, l'été africain, c'est un texte un petit peu fragmentaire. Il y a des récits. Le premier récit, c'est en fait dans une grande maison, c'est enfin un clin d'œil à Dars Betal, où il y a cette société qui est régie par la Mama, qui est la mère de Hadj Rai, et sa fille Zakia. Et puis il y a Allal aussi qui est là à agir, à essayer d'amener les parents à imaginer un autre avenir pour leur fille Zakia. Et vers la fin, en fait, il ne donne pas dans ce roman, Mohamed Dib dit dans la préface donc de la traduction bulgare, que ce roman n'est pas un roman traditionnel, il n'obéit pas donc au code d'écriture, on trouve le dénouement et l'intrigue, etc. Il rappelle que ce roman, qui est composé de plusieurs récits, essaye d'interpeller l'humanité qui est en nous, l'humanité qu'on trouve dans ces personnages, et une prise de position, un témoignage sur la condition humaine, la condition inhumaine des Algériens qui vivaient l'atrocité de la barbarie coloniale, parce qu'il le dit clairement qu'à l'époque, que ce soit dans les campagnes ou dans les villes, il y a une présence policière, il y a une sauvagerie coloniale. D'ailleurs, il dit même les bêtes ont été traitées d'une manière brutale. À un moment donné, on montre les expéditions et les expéditions punitives de l'armée coloniale, des jeeps, etc. et tout. Et il rappelle que non seulement ils ont tué les hommes, ils les ont livrés à la torture, et après ils se sont acharnés sur les animaux. Même un cheval, il a été
carrément tué d'une manière atroce. On l'a achevé d'une manière... D'ailleurs, la façon dont il décrit la mort de ce cheval, c'est une manière de dire même la noblesse, on la tue. Oui. En fait, il rappelle aussi, il y a même beaucoup d'humour, parce qu'il dit, en fait, un personnage, je pense que c'est Marhoum, qui est aussi un des personnages centraux dans l'un de ses fils a été condamné et pris de force par l'armée coloniale. D'ailleurs, il dit qu'il y avait non seulement l'armée, mais il y avait les CRS, l'armée, les policiers et les légionnaires, parce qu'on n'oublie pas qu'on est à Tlemcen, et à côté de Tlemcen, c'est Belabès, il y a eu toute la caserne des légionnaires. Donc on rappelle aussi qu'il y a une forte présence de la répression coloniale. Il y a aussi une note d'humour où Marhoum décrit un petit peu les Français dans une Jeep, enfin l'armée française, les militaires, en disant le casque est américain, le trier est américain, la Jeep est américain. Il ne reste que leur corps qui est français, que leur peau en fait. Donc il essaye aussi de tourner en ridicule d'une manière assez burlesque ces allers-retours des Jeeps, etc., qui essayent de maintenir la répression sur cette région d'Algérie. Donc voilà, en fait, cette note d'humour. Oui, et puis voilà, on résume le tout. Sa principale revendication était de voir un monde plus humain en Afrique. Un monde plus humain en Afrique, mais il reste dans l'espace algérien. Il est à Tlemcen, il cite des lieux de Tlemcen, c'est des Boumediennes, le Médrès, la Metabra qu'on retrouve aussi dans ce qui se souvient de la mer, Médrès qu'on retrouve par la suite dans Tlemcen, lieu d'écriture. Donc en fait l'espace reste, il y a un prolongement. C'est un prolongement de l'écriture de la trilogie Algérie. Donc et puis en 1959, rappelons que Mohamed Dib a été arrêté en 1959. Il a été même expulsé en France. Il a été interdit de présence en Algérie. Il a été carrément expulsé en France. Et ça, c'est parce qu'il a écrit des écrits en fait contestataires, des subversifs en fait. C'était des écrits, c'est un témoignage de l'homme qui est Mohamed Dib, de l'intellectuel qui est Mohamed Dib, vis-à-vis de ce qui se passe dans sa société et vis-à-vis de la réalité coloniale qui existait. Alors, ironie du sort, hein, humour, vous parliez d'humour, son ancrage africain est vérifiable sur plusieurs plans, territorial, politique, idéologique, sur tous les plans. Bizarrement, il n'a jamais été en Afrique subsaharienne. Ah, je ne sais pas s'il a été en Afrique subsaharienne ou pas, mais je sais qu'il s'est nourri de toute cette culture africaine. Vu ses écrits, on a l'impression qu'il y était. Mais bon, il est en Afrique. Quand il parle de la région de Mansoura, de toutes les régions donc du climat, de la terre rouge, etc., c'est l'Afrique. Il est foncièrement africain. On le voit d'ailleurs, on peut même trouver sur... beaucoup de textes qui parlent de ça dans le Bdaï, donc, qui est spécialiste de la littérature africaine. Il revient un peu sur cette africanité dans l'œuvre d'Ibn. Oui, très bien. Alors, on le disait, un État africain donc, qui dépeint la conscience des personnages algériens qui deviennent des représentants de tous les colonisés africains. Yazid, merci beaucoup. Ça y est, c'est vous y aller. Il n'y a pas une carte postale La carte postale, elle y était dans le livre, mais bon, voilà. Je sais pas, on a pris le livre, c'est bien. Si on a pris le livre, c'est que les gens lisent, c'est bien. Oui, mais voler pour s'instruire, je n'ai pas dit voler, peut-être qu'ils l'ont pris dans un coin, ils sont en train de lire, ils vont me le rendre. Oui, voilà. Tant pis, si vous l'avez lu, c'est tant mieux. Merci Yazid Et Mahiddine, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir montré bien combien dans le roman Un été africain était forte la fibre africaine de notre illustre écrivain algérien Mohamed Dib. On vous retrouvera lundi prochain. Merci beaucoup. Merci. Une boucle en images avant de vous retrouver.
La rubrique Coin vert, c'est avec vous, Marie Moussaïd. Bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va? Le plateau est bien garni? Oui, bien vert. Qu'est-ce qu'on a là ce matin? Alors, qu'est-ce que nous avons là ce matin? Un légume de saison qui n'est que le fenouil. Eh oui, donc un légume de saison que l'on retrouve en ce moment sur le marché, qu'on devrait consommer sans modération, pour la simple et bonne raison, Nour, que alors c'est vraiment l'ami de la bonne digestion. C'est un légume qui aidera à bien digérer les aliments, à avoir aussi il a énormément de vitamines, énormément de bienfaits, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. D'accord, alors d'où vient le fenouil? On peut avoir une page historique? Eh bien oui, bien entendu. Alors donc le fenouil est bien de chez nous puisqu'il est originaire du bassin méditerranéen. Il faut savoir que c'est au Moyen-Âge qu'on a commencé à le consommer, bien entendu. Pratiquement comme beaucoup de légumes, il était réservé à la noblesse et tout petit à petit, il a commencé à entrer dans les assiettes, on va dire, de monsieur tout le monde. Et aujourd'hui, il est consommé et surtout cultivé dans le monde entier. D'accord, alors il y a plusieurs variétés, je ne sais pas si c'est plusieurs croissances. Il y a le fenouil, le petit, le mini, le grand. Exactement, exactement. En fait, c'est le même? Il y a plusieurs variétés, mais généralement c'est ça. Quand vous le trouvez petit, moyen, c'est une variété. Alors, où on la laisse arriver jusqu'à maturité, jusqu'à ce qu'il fasse un bulbe comme ça, bien rebondi, bien rond. Donc là, ça veut dire qu'on la laisse arriver jusqu'à maturité. Ou alors, quand on veut cuisiner, il y a certains plats qui réclament que ce soit de tout petits fenouils. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever avant qu'il arrive à maturité. Donc dès qu'il commence à pousser, on l'enlève. Bien entendu, la saveur Nord, il faut savoir que c'est pas la même. Alors plus on l'enlèvera jeune, plus le goût sera fort, plus l'arôme du fenouil sera très prononcé et avec un léger goût amer. D'accord. Voilà. Alors on sait que le fenouil aime beaucoup les sols profonds. Oui, exactement. Pouvoir y faire son petit gros bulbe, gros bulbe, ça dépend. Alors c'est vrai, donc si on veut faire du fenouil comme ça, on va dire c'est un légume, hein, parce qu'à la base, il fut un temps d'abord, il a d'abord été, on va dire une plante aromatique et surtout médicinale. Hein. Il faut savoir que c'était surtout on l'utilisait côté médicinal. Donc petit à petit, on a fini quand même par la cultiver pour avoir cette variété-là, donc qui est ce bulbe. Et donc, je disais que plusieurs variétés, plusieurs espèces, mais en fait, celle-là, c'est la plus commune, c'est celle que l'on retrouve le plus partout. Et puis qui se décline en plusieurs plats, on peut la manger. Elle baisse. Voilà, en pesto, avec du poisson, en gratin, en infusion. On peut la consommer de différentes façons. Oui, alors on dit que tout est bon dans le fenouil. Alors même le vert là. Exactement. Alors regarde, ce qu'on va faire, c'est que on dirait de la nette. Hein. Un petit peu. Oui, il faut savoir que c'est un petit peu de la même famille. Oui. Donc que ce soit la carotte, tout ça, le persil et tout, c'est un petit peu de la même famille. Alors donc ces feuilles, c'est un gage de fraîcheur du légume. Donc de préférence, quand on l'achète, achetez-le avec ces feuilles, parce que pour la simple et bonne raison, déjà, on peut tout utiliser, comme tu l'as si bien dit, Nour. Donc on utilisera ça, par exemple, pour le poisson. On sait très bien que c'est l'allié du poisson. Oui. Dès qu'on dit poisson, on pense toujours... Avec du citron. Voilà, citron, fenouil, généralement, c'est l'accompagnement des poissons. Chez nous, on le mange de différentes manières aussi. Hein. Il faut savoir qu'il entre dans plusieurs préparations, donc dans le msfouf. Généralement, les gens le font, on met un petit peu de fenouil, on met un petit peu les fans pour avoir son petit goût parfumé. Alors, toujours, même si, regarde, non, je vais te montrer comme par exemple celui-là. Tu vois, on voit un petit peu qu'il a légèrement noirci sur le côté. On enlève la première couche? Oui, alors on l'achète comme ça. De préférence, on l'achète comme ça, de façon à ce qu'on débarrassera, parce que généralement, toujours les premières feuilles, on ne les mange pas. Donc, ça fait rien. Quand on l'achète bien gros, bien galbé, on l'achète même s'il est légèrement noirci, s'il n'est pas vraiment beau de l'extérieur. Ce qu'on fera, c'est que dès qu'on le cuisinera, on enlèvera les premières feuilles et on aura l'intérieur. C'est un peu comme l'oignon. Hein. Voilà, exactement. Oui, on les enlève. Donc bien blanc, bien ferme. Il faut savoir que de ce côté de la Méditerranée, donc du côté de chez nous, généralement c'est un légume que l'on plante à la fin du mois d'août, début septembre, pour l'avoir, on va dire, pendant l'hiver, parce que c'est un légume qui est gourmand en eau, donc il est gorgé déjà lui-même, il est très juteux comme légume. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le planter, c'est sa saison on va dire, idéale pour planter le fenouil chez nous en Algérie. De l'autre côté de la Méditerranée, donc en ce qui concerne le sud de l'Europe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le planter un peu plus tôt, parce que quand même, eux, leurs étés sont beaucoup moins, on va dire, moins secs que le nôtre, donc il y a de la pluviométrie. Ils vont le planter, eux, pendant, on va dire, à la fin du printemps. Il passera l'été, donnera des fruits début de l'automne. D'accord. Et tous les climats sont favorables à la production,
Pour cultiver pour cultiver le de... fenouil, non, pas tous les climats, parce que quand même c'est un légume qui supporte le froid. Il faut savoir qu'il peut supporter moins 15 degrés. Donc voilà, c'est un légume qui est assez résistant, qui aime de la fraîcheur plutôt, beaucoup plus de fraîcheur et beaucoup plus d'eau. Voilà, donc un légume bulbeux de saison qui a toute sa place dans notre alimentation. Merci Malim. Est-ce que pour les gens qui ne l'aiment pas, comment on fait? Il y a une astuce ou... Essayer de changer de recette peut-être. Essayer de changer de recette. Mais bon, on dit que l'idéal, c'est de ne pas le faire bouillir. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on va le faire bouillir dans de l'eau, alors tous ces bienfaits, en fait, toutes ces vitamines, tous ces oligo-éléments vont se retrouver au fond de l'eau. Et donc, il va perdre... Comme tous les légumes. Hein, exactement. Donc, de préférence à la vapeur. On peut le mettre aussi au four avec un filet d'huile d'olive, un petit peu de citron, et après, ça accompagnera ou des viandes ou du poisson. Alors, Nour, il faut savoir qu'il est riche en fer, en potassium, en calcium, magnésium, vitamine C et vitamine E, et beaucoup de bêta-carotène, et surtout, bien entendu, sa principale qualité qui est la fibre. C'est pour ça qu'on dit qu'il est un excellent, il est très très bon pour la digestion et pour tous les gens qui ont des problèmes de ballonnement. Je sais que la plupart des gens utilisent les graines de fenouil, donc oui, on le met même dans le biberon du petit nourrisson. D'accord. Par contre, c'est de très petites quantités. De petites, bien entendu. Quand je dis des graines, c'est une, deux graines. Voilà. C'est tout mignon. Ouais. C'est aussi bon pour les voies respiratoires. Hein. Ça dégage. Pour les gens qui ont une inflammation au niveau des bronches. Bon pour les coliques infantiles. Bon pour les femmes enceintes. Voilà. Bon pour faire une cure tout simplement. Cure de fenouil, ça existe. Donc tisane, graines, huile, il y a sirop. Sirop aussi. Infusion. Miel de fenouil, je ne savais pas que ça existait. Ah, ça, je ne savais pas. Miel de fenouil. Ça doit avoir un joli petit goût anisé. C'est comme le miel de thym, miel d'eucalyptus. C'est aromatisé avec la graine. Voilà. Ces feuilles-là. Avec les feuilles de... Oui, en fait, on la laisse monter en graines et ensuite on récupère les graines. Vous aimez? Ah oui, moi, oui. J'aime c'est votre légume chouchou, non? Oui, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que je sais que je mange sans regret. Je me dis, je vais pas prendre de poids parce qu'il faut savoir. Les deux. Alors, c'est aussi bon cru que cuit. D'abord, je commence en nettoyant, en grignotant quelques branches de fenouil et après, il finit dans bonne assiette. D'accord. Alors, qu'il soit cru, cuit, croquant, fondant, seul ou en accompagnement, eh bien, le fenouil est la toute douceur de nos plats divers. C'est vrai que ça adoucit. Oui, avec ce léger goût anisé. Merci Malim Moussaoui pour cette belle présentation. Coin vert, ce n'est pas fini, c'est loin d'être fini. On a notre coup de cœur du lundi, comme tous les lundis. Alors, j'avoue que de loin... Elle est petite. D'accord, c'est pour ça que je ne reconnais pas. Alors, je suis sûre qu'en touchant, je reconnaîtrai. Non, alors là... Ça pique. Oui, ça pique. Ça se voit, je vois les petites épines. Là. Oui. Alors, l'harayq. Ah, l'ortie. L'ortie, exactement. Aujourd'hui, je parle de l'ortie, de l'harayq. C'est mon petit coup de cœur. Alors, il pousse un peu partout, dans les, on va dire, sur les chemins, dans les terrains incultes et tout. On l'appelle aussi, comme quoi, c'est une mauvaise herbe. On dit que c'est une mauvaise herbe. Parce qu'elle pousse partout. Voilà, elle pousse partout. Elle est assez coriace. Elle ne demande pas un sol bien précis. Elle poussera dans tous les sols. Sauf que c'est pas une aussi mauvaise herbe que l'on croit, parce qu'il faut savoir que c'est une plante qui éloignera certains ennemis de vos plantes. Donc si elle pousse dans vos pots ou un peu dans vos jardins, bien entendu à condition que vous n'allez pas vous passer par là, il ne faut pas que ce soit un chemin qu'empruntent les enfants ou quelque chose comme ça, parce qu'effectivement ça pique énormément, ça gratte aussi. Donc ça fait pleurer les enfants, ça pique, ça envahit les jardins. Oui, effectivement. Donc il y a la bouillie bordelaise qui est faite à base d'ortie. Donc c'est un produit naturel pour combattre que ça soit la cochenille, que ça soit l'araignée rouge, en fait toutes ces petits ennemis de nos plantes. Ce qu'on fera, c'est qu'on prendra bien entendu en mettant des gants d'abord. Alors on prendra pratiquement toute la tige de l'ortie qu'on coupera en petits morceaux. On mettra ça dans un bidon d'eau, à peu près 5 litres d'eau. On mettra de côté pendant une semaine. Ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on va filtrer et on utilisera ça dans un brumisateur pour asperger nos plantes, pour pouvoir les protéger naturellement sans utiliser de pesticides. Ah, c'est génial. Voilà. Donc ça éloigne tout ce qui est insectes néfastes pour notre petite végétation. Oui, certaines personnes en font de la soupe. Donc il y a la soupe d'ortie qui est excellente pour la santé. On dit que c'est un excellent reminéralisant pour les os. Donc il est bourré d'oligo-éléments et de nutriments. Et comment on reconnaît toute ortie est bonne à consommer? Pratiquement oui, toutes les orties. C'est vrai qu'il y a des variétés, on trouvera de l'ortie à grandes feuilles, des orties avec des feuilles plus petites, mais pratiquement elles sont toutes comestibles et en fait il n'y a pas vraiment de danger au niveau de l'ortie. C'est curieux, mis à part quand on
quand on la touche. Voilà, quand on la touche. Celui qui s'y frotte, eh bien, s'y soigne et s'en régale, oui. apparemment. Je ne savais pas. Oui. Est-ce que vous connaissez, Mariam, ce dit-on, une ortie au poulailler, c'est un œuf de plus dans le panier? Ah non, je ne connaissais pas. Tellement ça c'est cool. Ça a beaucoup de bienfaits. Voilà, même pour la petite faune des fermes, c'est très bon. Voilà, très bon. Donc même les poules s'y mettent aussi. Oui, elles s'y mettent aussi. Voilà. Généralement, il vaut mieux suivre. Alors il faut toujours suivre ce que mangent les animaux, parce qu'on sait très bien que ça sera bon pour nous. Et il fut un temps où pratiquement les fruits, quand les gens ne connaissaient pas bien les fruits, ils suivaient les abeilles. Donc là où vous allez voir une abeille qui va butiner une plante, vous pouvez la consommer, parce que vous êtes sûr qu'elle n'est pas néfaste ni dangereuse. Astuce, oui. On va se mettre à suivre les abeilles. C'est sûr, tout simplement. Merci Mariam. Alors justement, la semaine dernière, vous étiez au premier salon national du safran. Donc la culture du safran a été au centre d'un salon. Donc la semaine dernière, beaucoup de gens l'ignorent. Oui, l'Algérie produit bel et bien du safran, cette précieuse et si convoitée fleur qui devient ensuite une épice, forcément très très chère, qui a de plus en plus d'adeptes parmi les agriculteurs. Alors vous êtes partis, c'était bien? C'était très intéressant. Un salon qui s'est allé sur 2 journées entières. Oui, sur 2 journées entières. Ce qui m'a frappé, en fait, c'est tous ces agriculteurs qui se sont lancés comme ça dans l'aventure, on va dire, en ne connaissant pas vraiment, faut le dire, hein, c'est une épice qu'on n'a pas l'habitude de cultiver, qu'on connaît comme ça vaguement. Mais en fait, ils se sont pris, on va dire, au jeu, et le safran a donné d'excellents résultats sur notre territoire. Et en même temps, ce qui était sympa, c'est qu'ils se sont retrouvés d'un peu partout des 4 coins, on va dire, de l'Algérie, et ils ont pu faire un échange. Donc ça a été vraiment bénéfique pour eux, parce que chacun était dans sa wilaya, chacun était dans son petit, on va dire, dans son petit monde, et là ils se sont rencontrés, ils se sont rendus compte que finalement ils sont nombreux à cultiver cette épice, et que partout, là où on la cultive, elle donne de bons résultats. Ah, génial. Il y a eu des dégustations? Oui, effectivement, il y a eu des dégustations, donc un chef est arrivé, donc il a fait quelques petites préparations. J'ai pas eu le temps de goûter, mais dommage pour vous, dommage. Ceux qui n'y étaient pas. Ouais, mais j'imagine que ça devait être délicieux. Très bien, on regarde le reportage, on revient juste après. Très bien. La production de safran a démarré en Algérie il y a quelques années à peine. Et voilà que cette épice a donné d'excellents résultats aux agriculteurs qui se sont lancés dans cette aventure. Notre produit est algérien. C'est un très bon produit de qualité par rapport à nos sols, à notre climat. Les sols algériens, c'est des sols propres, qui ne sont pas pollués par des pesticides. Vu le taux d'utilisation de pesticides très minime par l'agriculture algérienne, ça fait que les sols algériens, c'est des sols très propres. Ils ne sont pas pollués par rapport aux sols d'autres pays où ils ont utilisé de l'agriculture intensive depuis des années et des années. L'Algérie, elle commence à intensifier les cultures, donc on peut faire la promotion de cette culture. Et l'organisation de ce premier salon, ça vient pour accompagner ces agriculteurs qui peinent à commercialiser leurs produits. J'ai fait une carrière d'architecte auparavant. En fin de carrière, j'ai changé un peu les créneaux. Je me suis intéressé au domaine de l'agriculture et en particulier le safran. C'est une épice très rare, très belle, très chère et très appréciée. Elle a beaucoup d'avantages. Donc c'est une épice à promouvoir. J'aimerais bien que tout le monde la connaisse et que tout le monde peut en bénéficier, en profiter. Donc à cette occasion, et c'est ma première participation au niveau de ce salon. L'activité des safrans fonctionne très bien et le résultat est là. Mais il y a un gros problème, le problème c'est de la vente. Parce que le safran a un coût, beaucoup de travail et beaucoup de technique. Et il n'arrive pas à... Le safran, il y a une forte demande, mais on n'arrive pas à l'exporter ou bien à le vendre à l'échelle nationale. Le premier salon du safran s'est tenu à la Chambre nationale d'agriculture à la SAFEX. C'est un produit de qualité, haut de gamme. Donc c'est un produit qu'on peut mettre dans le marché international et qui peut apporter beaucoup de devises en Algérie. Le kilo coûte cher au marché international. Quelques pays producteurs, donc la concurrence par rapport à d'autres produits agricoles conventionnels, c'est un marché qui est très demandeur.
Le plus grand producteur du safran au monde, c'est l'Inde, qui a arrêté l'exportation parce que le marché indien, il est consommateur. Ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins, donc ils ont arrêté l'exportation. Donc on trouve uniquement dans le marché international le safran iranien, le safran marocain, et le marché, il est toujours demandeur. Les safraniers sont venus de toutes les wilayas d'Algérie. Cette épice a fait ses preuves sur le territoire national, reste maintenant à promouvoir et encourager la vente locale et pourquoi pas l'exportation. Fleur de la santé, or rouge ou encore roi des épices. Le safran est très convoité. Alors, Amélie, merci pour ce beau reportage qui résumait vraiment tout, que ça pouvait ramener aussi beaucoup de devises à l'Algérie, donc c'est pas négligeable. Oui, effectivement. Donc surtout que, comme nous l'expliquait le président de la Chambre d'agriculture, donc le marché international s'ouvre. Donc étant donné que l'Inde n'est plus exportateur, ça veut dire que le marché international, on va dire, est un peu plus libre et pourquoi pas donc proposer notre safran et surtout, comme il l'expliquait, que nos sols, les sols algériens, c'est vrai que ça n'existe pas l'agriculture intensive à grande échelle comme les pays, on va dire, hautement industrialisés. C'est un bien pour nous, en fait, c'est bien. On a de la chance, on va dire, dans notre malheur, on est en retard, mais pourquoi pas profiter de ça? Exactement. Donc, ne pas se lancer dans l'agriculture intensive, irréfléchie, et garder nos sols propres, sains, et pouvoir proposer surtout du safran bio. Voilà, c'est surtout de ça. très bonne qualité. Exact. Alors, j'aimerais rebondir rapidement sur cet architecte qui s'est reconverti en agriculteur du safran, donc en safranier. Oui. C'est deux domaines très différents, mis à part l'étude des sols, ça, ok, d'accord. Ouais. Mais comme quoi, les gens aujourd'hui sont attirés vers cette nouvelle branche. Oui, c'est ce que je disais. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit que quand ils se sont rencontrés, ils étaient super contents parce que, alors, bon, certains sont agriculteurs déjà. D'autres sont investisseurs. Voilà, d'autres sont investisseurs, d'autres sont architectes. Mais en fait, tout ça, le safran les a réunis et surtout cette nouvelle aventure, cette nouvelle plante qu'on plante ici en Algérie et qui donne surtout. Donc c'est ces résultats. C'est ça qui a été, on va dire, qui les a bluffés. C'est que, bon, ils ont planté sans s'imaginer avoir un résultat aussi bon. C'était surtout ça. Donc voilà. Et effectivement, donc l'architecture au safran, pourquoi pas? Comme quoi. Hein. On aura d'autres reconversions aujourd'hui, hein, du domaine financier à l'artisanat et bien d'autres, vous verrez ça en régie avec. D'accord. Merci Mélie Moussaïd. Merci. On vous retrouve lundi prochain. Inch'Allah, avec grand plaisir. Vous avez quoi maintenant? Ce soir, ça sera un gratin de fenouil, j'imagine. Très bien. Voilà, j'ai le menu. Pour ce midi. Non, vous avez le menu pour ce soir. Oui. Bon appétit à vous. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, pause musicale à l'instant. Respiration musicale, c'est Nora. Everybody needs a friend. C'est tout de suite pour vous.
Allez, on reçoit notre première invitée, et pas des moindres. Elle a un parcours assez atypique. Elle était dans le domaine des finances et un beau jour, elle a décidé de tout plaquer pour se consacrer à sa passion, l'artisanat. Jamila Bekoum, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Alhamdulillah, je vous remercie. Je vois que le plateau, vous avez ramené beaucoup de choses avec vous. Oui, mes bijoux. Alors, vous êtes dans la confection de bijoux. Exactement, et pas n'importe quel bijou parce que c'est du recyclage. Donc, qui m'a collé une protection de l'environnement. Très bien. Alors, Voilà. vous étiez dans le domaine des finances. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Ingénierat plutôt. Ingénierat, Oui. d'accord. Et vous êtes aujourd'hui dans l'artisanat. Comment s'est faite cette reconversion? En fait, depuis toute petite, j'aimais l'art, donc c'est ma passion. Et j'ai fait mes études d'ingénierat à l'université de Bobzoa, l'USTHB. Après, j'ai eu un poste, j'ai travaillé donc dans le domaine de la communication. Mon dernier poste, c'était directrice des ressources humaines, mais je n'étais pas du tout épanouie. Donc, un jour, j'ai décidé de tout plaquer et de me C'était pas sur un coup de consacrer. tête, c'était réfléchi. Vous avez réfléchi avant de Bien prendre cette décision? bien sûr, oui. Tout D'abord, ce que ça allait impliquer, tout. au début, j'ai travaillé à plein temps. Après, je commençais à diminuer, j'ai travaillé partiellement. Après, j'ai complètement reconverti donc, ma carrière à l'artisanat. Aujourd'hui, vous avez laissé libre cours à votre imagination à travers vos œuvres. Alors, on revient à ce que vous faites. Donc, confection de bijoux à partir de matières recyclées? Oui. Uniquement du recyclage? Je fais uniquement du recyclage, exactement. Et de la récupération aussi. D'accord. Donc, même toutes les perles, et tout ce que je rajoute à cet aluminium, parce que je recycle des capsules de café. Ok. D'accord. C'est pas anodin, hein, c'est pas courant de voir une artisane recycler des capsules de café. C'est difficile? Au début, c'était un peu difficile, mais après, j'ai commencé à apprendre des techniques, de nouvelles techniques. Au fur et à mesure, je m'améliore, au fur et à mesure. D'accord, je pense que vous avez rencontré notre collègue Samira Hadjamal qui vous a consacré un portrait, Exactement, un reportage portrait oui. qui est passé dans notre Bonjour d'Alger. Alors, Jamila Bekoum, est-ce que vous avez été confrontée à des difficultés avec cette reconversion? En fait, la difficulté que j'ai aujourd'hui, bien sûr, c'est pas, comme dirais-je, c'est pas dans la reconversion elle-même, mais c'est matériel, beaucoup plus c'est matériel. Mais sinon... C'est-à-dire, vous avez difficulté à vous approvisionner en matériaux? Matériaux, non. Plutôt non. La matière première, elle est gratuite. D'accord, oui, forcément. Donc forcément, c'est des déchets. Donc c'est gratuit. Oui, d'accord, très bien. Et vis-à-vis de votre public, comment il a réagi, votre public, en découvrant vos œuvres? J'étais très agréablement surprise à leur réaction. Parce qu'au début, un bijou fabriqué à partir d'un déchet ou bien d'un matériau que les gens n'ont pas l'habitude de voir, je me suis dit peut-être qu'ils vont pas accrocher tout de suite, oui. Exactement, mais non, ils ont vraiment ils ont très bien réagi et ils ont bien réagi. Ils ont très bien réagi et ils aimeraient bien participer ils ont une conscience environnementale, je dirais plutôt bien. Ça. Voilà. Les mentalités changent. C'est ce qui m'a plu, c'est ça, c'est la conscience environnementale. D'accord, alors je suis désolée de vous poser cette question, mais est-ce qu'aujourd'hui vous vivez de votre passion? Aujourd'hui, oui. Non, pas. C'est difficile. C'est très difficile, surtout avec le Covid-19. Oui, c'est pour tout le monde, c'est le cas de tout le monde. Avant le Covid, ça a très bien démarré, mais l'année 2020, on a... Donc rien à voir avec votre métier aujourd'hui. C'est la pandémie qui a eu un impact négatif sur tous les secteurs qui ont été touchés de plein fouet. Mais avant ça, ça marchait très bien. Oui, ça marchait très bien. D'ailleurs, ça reprend. Ça reprend tout doucement. Je suis en pleine exposition depuis samedi à la Grande Poste avec l'organisatrice Qafza.dz. Donc et justement, c'est le thème de l'exposition, c'est l'entrepreneuriat féminin. Très bien, on en parlera juste après. Alors, autre conversion, celle d'un ancien pharmacien qui était dans le domaine pharmaceutique plutôt, qui a décidé de se lancer dans la production de savon artisanal. Portrait ce matin dans votre Bonjour d'Algérie, il est signé Lamia Boudbouda. Après une expérience de plusieurs années dans l'industrie pharmaceutique, Abdelghani Fakhar décide de changer de vie professionnelle en se lançant dans la savonnerie artisanale. Il passera par la formation professionnelle pour acquérir les bases du métier.
premier, j'ai fait à peu près dans une vingtaine d'années dans le pharma, plus précisément dans la promotion médicale. Puis effectivement, je suis un fou amoureux de la nature et de tout ce qui est produit naturel. Donc c'est une idée qui germait dans ma tête depuis un bon bout de temps et à un certain moment, il y a eu cette volonté de vouloir passer à l'action. Voilà. Donc un beau jour, je me suis dit pourquoi pas, et j'ai commencé à travailler dans la savonnerie artisanale. Le savon, c'est comme une recette de cuisine. Effectivement, il faut le bon grammage, la bonne température, parce que c'est une combinaison, c'est une différente combinaison d'huile. Donc il faut respecter tout cela pour pouvoir avoir un bon savon. Gift to Skin est sans label. Il s'emploie chaque jour à proposer les savons les plus naturels possibles. Des savons bio dont les matières premières sont issues de l'agriculture biologique et locale, telles que l'huile d'olive, mais pas que. Graines de nigel, gingembre, ainsi que de la menthe poivrée et du romarin, de plantes aromatiques cultivées même dans son jardin, permettant ainsi de parfumer naturellement les savons. Nous avons fait nos propres recettes, mais avant d'arriver là, on a subi plusieurs échecs. Donc ça a été une succession d'échecs pour ensuite arriver aux bonnes formules. Je voulais partager avec vous un petit peu l'essentiel de nos recettes. Le côté magique est le suivant. Nous laissons par exemple cette plante qui est le romarin macérée dans l'huile d'olive pendant une durée d'1 mois. On fait aussi de la lavande aussi, qu'on met aussi dans l'huile d'olive. Donc on essaie un petit peu de mettre plusieurs plantes dans l'huile d'olive pour laisser macérer, pour casser un petit peu la senteur de l'huile d'olive et laisser une petite senteur très légère qui est une senteur naturelle. Nous faisons par exemple du savon au grain de nigel, ou appelé aussi cumin noir, ou appelé communément le habba saouda, ce qu'on appelle le habba saouda. C'est un excellent savon pour les peaux grasses à tendance acnéique, ça donne d'excellents résultats. Dans ce produit, il y a 2 substances, thymoquinone, nigélone, qui transforment l'excès de sébum en poudre et le bouton acnéique se ferme gentiment son effet de cicatrice. Le handmade a le vent en poupe ces dernières années. Conscient du danger des produits industriels sur notre peau, un retour aux sources s'impose. On utilise de l'huile d'olive, on a une saponification à froid, donc on ne chauffe pas l'huile, ce qui permet à l'huile de garder toutes ses vertus et ses bienfaits. Les vitamines A, D, E, K sont conservées. Et en plus, on a ce qu'on appelle de la glycérine naturelle. Lors du phénomène de saponification, il y a formation d'une glycérine qui se forme naturellement. Pour des savons bio de qualité, la saponification à froid est le meilleur procédé permettant de conserver la glycérine dans le savon, ce qui confère des propriétés nourrissantes et adoucissantes au savon. Jamila Bikoum, vous avez aimé le reportage? Oui, beaucoup. De plus en plus de personnes se donnent à leur passion. Oui, apparemment même les hommes. Oui, c'est bien, bah oui, c'est très mixte, bien. hein, C'est très bien, ouais. Alors, vous êtes artiste, artisane, mais aussi entrepreneur. Exactement. Donc, je compte bien sûr former bientôt des personnes pour transmettre ce métier, qui est bien sûr le recyclage. Oui. Vous travaillez avec des associations ou des clubs qui sont pour la préservation de notre environnement? Oui, beaucoup, même avec le ministère de l'Énergie. Donc, à chaque fois qu'il y a des expositions sur le thème environnemental, on m'invite pour exposer mes œuvres. D'accord, alors vous avez quelque part bien trouvé le moyen de lier votre expérience dans les ressources humaines, dans la communication et votre passion pour l'art. Est-ce que ça vous sert d'avoir été dans ce métier-là pour mener à bien, votre rôle d'entrepreneur quelque part? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien communiquer, bien transmettre, ça c'est un atout. D'accord, vous avez un message à lancer à ceux et celles surtout les femmes qui veulent se lancer qui veulent entreprendre des choses surtout
se lancer dans leur passion et se dire, bon, écoutez, stop, j'arrête ce que je fais, je n'aime plus ce que je fais, je me lance dans ce que j'aime. Oui, c'est un message que je lance pour les femmes qui aimeraient bien sûr se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout celles qui ont de la passion et qui ont des atouts dans ce domaine-là. Lancez-vous, c'est une très 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 belle expérience, mais bien sûr les études aussi c'est important. Oui. Donc, vous savez, on peut faire les deux. Hein. On peut faire les deux. On peut faire les deux. On peut faire les deux et on peut bien sûr matcher les deux. Matcher les deux, exactement. Pourquoi pas? Et donc, je dis à la femme algérienne en particulier et à la femme en général, lancez-vous, votre patient, vous serez très très épanouie et ça sera que bénéfique pour elle. Ah ben, je vous remercie pour elle, Jamila Bekoum. J'aimerais juste revenir sur la formation. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des cours. Vous déjà, est-ce que vous avez fait une école d'art? Non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Justement, je voulais faire ça, mais juste après avoir eu mon diplôme d'ingénierie, je suis partie à l'école des Beaux-Arts. C'est une anecdote. Je suis partie à l'école des Beaux-Arts. Je voulais justement reprendre, faire des études d'art, parce que comme je vous ai dit, l'art, c'est ma passion. Et donc, ils m'ont demandé le bac. J'ai dit, bien sûr, j'ai le bac +5. Ils m'ont dit, non, il faut refaire le bac. Oui. Il y a un bac spécifique? Et apparemment. Et donc, j'ai pas fait les études à l'école des arts, mais chez des privés. D'accord. Okay. Oui. C'est dommage. Hein, mais j'espère qu'ils vont tenir compte de ça, parce qu'il y a des personnes qui aimeraient bien... Ils auraient dû vous faire passer une sorte d'équivalence. Voilà, ou bien un concours, passer un concours... parce que généralement, l'art, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on touche et qu'on peut... Oui, qu'on peut toucher, hein, qu'on manie avec les mains, avec les doigts. Alors, en termes de formation, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Aujourd'hui, je propose de former des personnes sur le recyclage de la capsule. Oui. À travers des cours, ça se passe comment? Oui, à travers d'abord sensibiliser. Donc, la formation, l'objectif, c'est sensibiliser à l'environnement, c'est sensibiliser bien sûr à notre planète qui est en danger. Tout le monde le sait. Tous ces changements climatiques qu'on voit, c'est à cause de ça. Et transmettre cette passion-là, transmettre la passion. Je parle des supports, c'est quoi? C'est des ateliers, c'est des cours virtuels, comment ça se passe? C'est des cours, non, pas virtuels. Bon, virtuels bien sûr si la pandémie persiste, mais si ça ne persiste pas, bien sûr, ça va être des cours directs. D'accord. La théorie pour la sensibilisation et la pratique pour le transmettre du savoir-faire. D'accord, très bien. Et vous avez des retours ou... Ça, c'est un projet. Donc, c'est un projet, ça n'a pas encore commencé. Non, d'accord, il fallait le dire. Ok, très ça, bien. c'est un projet donc, de formation, mais sinon, ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Très bien, merci beaucoup, Jamila Bekoum. Alors, juste pour revenir à votre passion, on a un zoom sur vos très belles figurines. C'est une passion qui a toujours été en vous. Est-ce que petite, vous étiez déjà... attirée vers ce genre de petites figurines, de petites décos? Oui. Quand j'étais petite, à l'école primaire déjà, j'avais le don de dessin. Et quand la prof, elle sort de la classe, sur le tableau, je dessinais les petites figurines, les petites éorines des dessins animés. Donc ça a toujours été en moi. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une brochette de prix? Oui, les prix sont très abordables. Quand on fait un geste pour la planète, on fait aussi un geste pour les prix. Moi, j'ai craqué sur celle-ci, la bleue. Elle est magnifique. C'est comme si elle avait un petit tutu. Exactement, oui. Sous une capsule de café. C'est une capsule, oui. D'accord. Elle est à combien? Elle est à 500 dinars. Très abordable. Très abordable. Pour un petit geste, un petit cadeau. Pour un petit geste, oui, un petit cadeau. Donc, doublement, ils vont faire plaisir doublement. Donc, faire plaisir à une personne en lui offrant un cadeau. Et ils font bien sûr plaisir aussi à notre planète. D'accord. Je pense qu'hier, vous avez eu de belles ventes. Oui, donc en pleine exposition. Il y avait une personne qui voulait offrir des cadeaux à ses amis pour le jour de la Saint-Valentin. Et donc, elle a pris beaucoup de choses. Et c'est ce qu'elle m'a dit d'ailleurs. Je vais faire doublement plaisir à mes amis en leur offrant des cadeaux recyclés et aussi en faisant plaisir à notre environnement. Ah, c'est chouette. Est-ce que je peux en avoir deux juste? C'est juste pour que la régie puisse les faire danser, les jolies danseuses. Ah, d'accord. Avec un fond musical, c'est ce qu'on me demande. Donc voilà, on est direct. Hein. L'africaine. J'avais du mal à les saisir avec ma main. L'africaine, évidemment, ça c'est pour Yazid. Voilà. qui a
Joli, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui On vous espère vous remercie. recevoir dès qu'il y a... Oh, donc vous êtes en expo depuis samedi jusqu'à quand? Aujourd'hui, jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h, donc Oui, voilà, dernier donc, jour, dernier dernière jour, ligne il faut droite. profiter, voilà. Il faut y aller, il faut aller voir Il y a Jamila beaucoup d'autres Bekour. femmes aussi qui exposent avec moi, donc, et elles sont aussi dans Tout aussi l'entrepreneuriat. Féminin. Oui, Qu'on oui. encourage fortement ici Bien sûr, sur Canal Algérie. beaucoup, on l'encourage, oui. Merci beaucoup. De l'art, hein, de l'artisanat, bien à la musique, et bien avec ce tube des Dire Straits, Roméo et Juliette, qui va sûrement vous évoquer de bons souvenirs, on l'espère en tout cas. Regardez. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. On est en direct, il n'y a pas de souci. On accueille nos deux invités hein, pour ce plateau très artistique. Vous verrez de la poésie, de la musique, de la narration, vous aurez de tout. Alors Anis Benaliwa, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien, merci. Vous êtes accompagné par votre musicien, votre bras droit, c'est comme ça que vous l'appelez. Un ami très proche, lauréat de Al-Hanwa Shabab. Ravi d'être parmi vous. Merci à vous pour d'être l'invitation. venu. C'est Merci un moment beaucoup. Alors Anis, vous êtes traducteur, éditeur et romancier. Et vous êtes venu accompagné de votre musicien, comme on l'a dit. Anis, lorsque j'ai lu tout ce que vous faites, eh bien, vous êtes un homme aux multiples casquettes. J'ai envie de vous demander comment trouvez-vous le temps pour allier tous ces métiers hein? Le temps? Oui. Alors, je suis masterant déjà. Ouais. Et j'ai travaillé en tant que traducteur. Oui. Je travaille en ligne. Et du coup, vu que c'est mon domaine de travail, je trouve pas de temps pour étudier. D'accord. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est que je me rattrape rapidement avant les examens. D'accord, très bien. Donc, vous faites du bachotage. Hein? Oui, parce que je suis aussi masterant en littérature anglaise. Très bien. Alors, justement, ça s'entend à votre voix. Vous avez un fort accent en anglais. Vous écrivez essentiellement en anglais. Pourquoi avoir choisi la langue de Shakespeare, tout court? Eh bien, tout simplement parce que les métaphores d'Edgar Allan Poe m'ont, Oui. on va dire, ensorcelé. Oui. On peut faire des trucs avec l'anglais qu'on malheureusement ne peut pas faire avec le français et Oui. l'arabe. C'est vrai, on peut jouer avec les mots, avec les Exactement. sonorités. Surtout jouer avec les lettres, parce Avec que les- chaque lettre a un effet sur l'oreille littéraire. D'accord. Alors, en parcourant rapidement votre essai qui est si là, je pense qu'on va... Sons of Algiers, donc les fils d'Alger. Les enfants d'Alger. Les enfants d'Alger, si vous voulez. Bon, j'aurais écrit Child of... bon, si vous voulez, hein, ça peut dire beaucoup de choses. Alors, les enfants d'Alger, pourquoi ce titre déjà? Pourquoi les enfants? Pourquoi pas les enfants d'Algérie tout court? Ça se traduit en arabe à Oulad al-Bahja, qui est D'accord. une expression très commune dans les quartiers algérois. Oui, c'est vrai. C'est vrai, d'accord. Et qu'est-ce que vous racontez? On a l'impression que vous racontez une sorte de quotidien. Avec, peu ça. oui, on a un anglais qui est très accessible à tout le monde. On a des phrases très courtes, beaucoup de chapitres. On a l'impression que dans votre vie, beaucoup de choses se bousculent d'un coup. En quelque sorte, oui. Alors, pour le premier chapitre, qui s'appelle Let There Be Night, c'est juste on va dire, une réflexion de ce qu'on peut voir la nuit sur Alger. Parce que la ville change carrément. On trouve un autre univers. Donc c'était en quelque sorte la narration de mon expérience, de ce que j'ai vu, notamment dans la première histoire, Grand Theft à Torrey d'Islay. C'était une agression que j'ai vue de loin. D'accord. Et je l'ai renarrée. Ça a eu de bons retours? Oui. Très bon retour. Oui. En tout cas, on vit les événements avec vous, on vit chaque émotion, on la vit avec vous. Vous arrivez à transmettre ce que vous avez envie de transmettre à vos lecteurs. Alors, on a un format bien défini, un ouvrage qui a suscité même l'intérêt, même en dehors du territoire national. Donc, en Europe, ça a été repris plusieurs fois dans plusieurs articles. Ça, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ça a suscité l'intérêt de plusieurs clubs de lecture à l'étranger. Alors, je l'ai envoyé à travers des universitaires que j'ai fait connaissance durant
le mouvement estudiantin, oui. parce qu'on était en contact avec des étudiants à l'étranger. Oui. Et on a commencé à se découvrir parce qu'on était tous jeunes. À échanger. Oui, à échanger nos talents, on va dire, sur la plateforme d'Instagram. Oui. Parce que c'est, on va dire, c'est un refuge pour les artistes algériens, Instagram et les réseaux sociaux. Voir ce qui se passe en dehors de notre pays. Et du coup, c'était durant cette époque-là que l'idée d'écrire en anglais m'est venue. Parce que c'était une langue accessible à tous les étudiants, qu'ils soient de l'Europe ou de l'Amérique. Mais il a été très bien reçu sur la ville de Dublin, en Irlande. En Irlande, oui. Parce que c'est en quelque sorte, ça ressemble à The Dubliners de James Joyce. D'accord, oui. Qui est un classique pour les Irlandais, ce qui fait qu'ils ont adoré ce livre-là. D'accord, c'est très bien. Sans doute que c'est une fierté pour l'Algérie d'avoir de si bons retours de l'étranger. Alors, vous allez nous interpréter avec votre musicien accompagnateur un de vos poèmes. Mais avant, je me suis arrêtée. J'aimerais qu'on fasse une petite escale au niveau d'un chapitre Crazed by Love, donc fou par amour, fou amoureux si vous voulez. Oui. C'est une expérience personnelle ? Non. Du tout. Non. Pas du tout. C'est des personnages fictifs. Fictifs, d'accord. Et pourquoi avoir écrit sur l'amour ? On revient là-dessus, on est au lendemain de la Saint-Valentin, on voulait faire un petit clin d'œil. Dites-nous tout. Crazed by Love, c'est plus on va dire un monologue qu'une histoire d'amour. Oui. Ou une femme que j'ai rencontrée en allant vers Chamaneuf, en prenant le bus. Elle était un peu folle, on va dire. Oui. Et elle a commencé à narrer son expérience avec l'amour, qui était très très mélancolique. J'avais l'impression que c'était un monologue de chagrin, on va dire. Et j'ai commencé à l'enregistrer juste comme ça. Puis cette idée d'écrire son monologue à travers une histoire que j'ai créée m'est venue et elle a été très très bien reçue. Ah bah oui, ça je peux vous le dire. J'ai fait lire ça à quelques amis hier, ils découvrent, ils ne connaissaient pas, il y a des gens quand même qui ne vous connaissent pas encore ici et qui vous découvrent, c'est une bonne chose. Alors, c'est à votre tour maintenant, j'ai assez parlé je crois, la poésie en duo, allez-y. Alors. Choisissez celui que vous voulez. Ah bon? Yazid demande quelque chose qui a un rapport avec l'amour, voilà, l'éternel amoureux. I would have loved to love you, to take thee to Algiers, to follow you down La Rue Charras, to confess my Sacré-Cœur. But I didn't manage to sail this seashore avenue. In an instant I have thought to find Algiers in your eyes. And so I bade farewell to my town and waved at the new skies. And if it rained in Algiers, it will be the tears in your eyes. Let us roll all our lies and smoke all our fears. Let us join our nights and mend all our tears. I will adore to take thee as Haraga takes the sea, as he journeys astray, just for the sake of departing from here. To try the unusual, to spit on the familiar, to befriend the darkness, to see that it is full of light. Come, we'll stroll in Algiers, to your house or toward mine. Come, we'll conquer Algiers. I'll be the son of Algiers and you'll be your own persona. We don't need the stares of the artists, the Maghreb Club 54, the rocks of the Kasbah are more than enough for my sight. Because you are the rock of my Kasbah,
And I am the rascal of Scala. It's like the beauty and the beast, the black and red, so the sky may be ablaze. Algiers, shine on us again. Merci beaucoup Anis, merci, c'était très joli. En tout cas, on sentait l'émotion de votre voix. Ça vous a rappelé des souvenirs? Non, pas forcément, c'est juste que j'arrive à me connecter avec les mots. On le sent, vous êtes un artiste né, c'est inné chez vous. Alors, on remarque, Anis, de plus en plus, merci à vous Malek aussi, exactement. Je reviendrai vers vous tout à l'heure, je ne vous ai pas oublié. On remarque qu'il y a de plus en plus d'intérêt de la part des écoliers, des lycéens pour la langue française, la langue anglaise. Oui, tout à fait, ouais. Vous l'avez remarqué Ouais, c'est surtout à cause... En tant qu'écrivain, vous ressentez cet intérêt pour l'anglais? Oui, parce que j'ai plus d'audience dans le territoire hors national que sur le territoire d'Alger, Tizi, Béjaïa. Donc c'est par rapport aux régions un peu. D'accord, ok, c'est très bien. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez choisi aussi la langue anglaise. Vous avez peut-être des prédispositions pendant l'enfance? C'est surtout pour, comme je vous l'ai expliqué à travers le mouvement estudiantin, etc., c'est surtout pour acquérir, pour partager la culture algérienne aux pays étrangers que l'Algérie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on va rester avec nous, Anis et Malek, restez avec nous. On passe à un reportage, à un sujet qui parle de romantisme, littérature romantique, avec notre journaliste Sophia Chouban, qui nous fera découvrir à quel point le roman peut très bien signifier romance et amour de l'autre. On regarde. Ceux qui aiment les romanciers exquises choisissent parfois de lire une œuvre produite par des auteurs classiques. Des préférences pour des grands auteurs d'Amérique latine comme Garcia Marquez, prix Nobel de la littérature. Et j'aime bien aussi de temps en temps revoir les vieux classiques, en lisant, pourquoi pas par moment du Balzac par contre, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un monument, c'est une architecture extraordinaire du roman, un auteur gigantesque par excellence. Ma lecture préférée, c'est le roman fantastique ou bien des livres de culture générale. À l'époque, on faisait la philosophie française, autant de Balzac, Victor Hugo, Mouloud Faraoun, Mohamed Mamri. Le lecteur trouvera également d'étranges histoires du genre roman journalistique avec un style digeste et sans frioriture. Ces auteurs savent raconter la vie de personnages tourmentés qui aboutissent à des fins heureuses. Bon, l'amour, il existe, il est la base, le socle de l'être humain, c'est-à-dire l'humanité, il est construite sur l'amour, donc il est primordial que ces œuvres d'amour existent. J'aime lire Yasmina Khadra, j'aime les auteurs kabyles, Mouloud Faraoun, Mouloud Mamri. Je vais vous dire une chose, la génération de maintenant, elle n'est pas cultivée comme avant. Ils ne lisent pas comme avant. Sur le registre des publications, beaucoup d'auteurs émergent par de nouveaux styles. Une symphonie d'écrits sublimes, dont les histoires d'amour captivent et rassasient l'esprit. L'amour, c'est la vie. Aimer, c'est un souffle de vie, c'est renaître, revenir. Il n'y a pas... fait référence aux chansons de Jean Ferrat, chantant Aragon, l'amour, comme dans et ils ont repris des thèmes magnifiques. Oh, combien la culture locale par la poésie arabe et ses déclamations orales sont articulées autour du « toi et moi ». On devrait célébrer tous les jours la fête de l'amour. L'amour n'est pas limité ni dans le temps ni dans l'espace. Il est universel et il reste. Il ne s'arrête pas, on ne le limite pas. On ne peut pas le mettre dans un carcan, on ne peut pas le bloquer. Il n'a pas de frontières.
De tout temps, la littérature d'amour a occupé un terrain de lecture où foisonnent tantôt des histoires d'épopées anciennes, tantôt des légendes et des idylles passionnelles. Dans les classiques, moi je ne lis que les classiques. Je lis pas beaucoup de romans à l'eau de rose. J'aime l'écriture poétique d'Oumelk Haddad, par exemple. C'est quelqu'un qui a un style d'écriture qui est poétique et il a un style captivant et exceptionnel. Si l'on évoque la philosophie sur le chaos amoureux, le lecteur avisé va se pencher sur des récits anciens où la passion est dominée par le mystique. Magnoun Leila qui a influencé aussi, repris Les yeux d'Elsa. Même si la situation sanitaire demeure embarrassante en Algérie, la flamme de l'amour restera toujours triomphante. L'amour, c'est vivre et revivre une sorte de renaissance. Sophia Choupen nous l'a bien dit, on la remercie. Anis, oui. Ça vous a inspiré? Oui. Oui, merci d'être avec nous encore une fois. Est-ce que vous avez des projets? Alors je sais que ces deux premiers livres sont les deux premiers livres d'une trilogie. Voilà, exactement. Vous avez un troisième, il parlera de quoi? Ça sera moins mélancolique et plus patriotique, on va dire. Ça parlera de l'Algérie en général, pas que d'Alger, pour une fois. D'accord, pour une fois. Merci beaucoup. Merci Anis Benariwa, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous également, Malik Ahfir. Alors je tiens à préciser que vous êtes deux étudiants en traduction. Non, moi je fais littérature anglaise. Littérature anglaise et en traduction. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Direction Janet pour retrouver notre collègue Mohamed Yahyaoui. Vous nous entendez? Oui, je vous entends 5 sur 5. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, il fait beau, il y a du soleil. Je vois ça. Alors moi, l'image, moi aussi j'ai les palmiers et le ciel bleu. Par contre, c'est une image, hein. C'est du fake. Du fake, j'aimerais bien en faire du fake. On fera un grand studio à ce moment-là et on pourra. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, vous êtes à Janet dans la wilaya d'Ilizi. Il fait très beau. Je tiens à préciser que vous êtes journaliste et réalisateur donc à Canal Algérie. Vous êtes en reportage sur Janet. Vous allez nous faire découvrir une activité très ludique et sportive, le parapente, pas en haute montagne, mais c'est sur les dunes. Exact. Vous en avez déjà fait? Moi non, mais j'ai beaucoup admiré. Vous avez le vertige, c'est ça? Ah, vous avez le vertige. Oui, mais, enfin, ça ne me convient pas, hein, parce que je suis quand même assez âgé, c'est pour les jeunes. Oui, mais... Moi, je préfère admirer et transmettre et montrer les belles images. Très bien. Alors, juste pour revenir, vous n'êtes pas du tout âgé, vous êtes très très jeune, je vous rassure. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, de quel type de parapente on parle? Par gravité, j'en doute, puisqu'on n'a pas de colline, de montagne. C'est motorisé, non? Alors, c'est autorisé. Ça y est, le jeune, le stagiaire qui va venir faire du parapente arrive à l'instant. Il court. Vous avez très très bien synchronisé. Bravo. Il n'y a pas de problème. Il est avec moi. Il est de Janet. Ils organisent un stage de formation théorique et pratique. Oui. Et pratique là. Il est avec moi. Bonjour monsieur. Voilà. La base, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, la base. Vous êtes en direct sur Canal Algérie. Mubashir. Alors lui, il fait partie d'une association qui s'occupe de la formation des parapenteurs, si j'ose dire, et c'est subventionné par les autorités locales dans le cadre de formation théorique et pratique sur le parapente. Et ça se fait pas n'importe où, c'est pas à Janet même, c'est à la Tabra, à 100 km d'ici. Il va en parler. On a de très belles images. السلام عليكم. أنا جعفر كوديا من جانت من نادي إجدة للطيران المظلي.
راح نديروا ان شاء الله دوره تكوينيه في بارابونت بي بلاس وباراموتور ثاني في منطقه تادرات يعني حاجه هذه اول مره نديروها يعني موالفين نديروا هنا دوره تكوينيه في قاعه مغلقه نديروا نظري ونروحوا بلاصه هنا قريبه بصح الفتره ان شاء الله سينا نروحوا نديروا التخييم في بلاصه بعيده في الصحراء ريزو والو ما قاعد تركز تمطر فوق اليدين وثاني هذه يقدروا اي واحد يشارك يعني مفتوحه للكل مفتوحه للجميع Donc c'est ouvert à tout le monde, hein. Attention, il faudrait lancer peut-être un message pour les gens du Nord qui voudraient faire du parapente avec des dunes comme en dessous de leurs pieds au lieu que ce soit des montagnes ou de la mer ou des plaines vertes. وثاني يقدروا يستفادوا ثاني من شهاده معتمده من الفيدراليه الجزائريه للرياضات الجويه يعني. Donc ils sortiront avec un diplôme, hein, c'est officiel, un diplôme officiel qui leur d'en faire, de pratiquer et d'enseigner aussi. كلهم شكون اللي يشارك؟ سي دي جون من جانات منا يعني. المشاركين هنا من جات المدرب يكون سامي بوعزيز من سكيكدا هو مدرب معتمد من الفيدراليه وثاني كاين بالك الاخر من الشمال يجوا ثاني اللي باغي يديروا التجربه تاع الطيران فوق الرمال باسكو ما كانش كان غير في الجهات تاع الجنوب هذه هي كان احنا الاعضاء تاع النادي مجات ومشتركين من ولايات اخرى ثاني كان ان شاء الله. Voilà, donc le tourisme est en plein essor, ça reprend gentiment, tranquillement. Pas comme il le faut, parce qu'il faut se rendre compte qu'on est en pleine... on est au bout de la pandémie. Mais ici, il y a de belles initiatives. Je crois qu'il faut les encourager à 100%. Allô? À vous, ainsi qu'à votre invité, de nous avoir ensoleillé avec ces très beaux paysages. Et puis, j'espère que vos collègues sont aussi invités. On l'espère. On l'espère. Merci d'avoir été avec nous en direct depuis Janet Mohamed Yahyaoui. On revient sur le plateau. On n'est pas 3, on est 4. Voilà, Yazid a décidé de venir s'incruster. Bonjour, rebonjour Yazid. Rebonjour, en fait j'ai trouvé mon livre, il était dans la poche de ma veste. Donc votre faute, vous cherchez Ah ben mal. oui, la tête ailleurs. D'accord. Et je suis venu pour remercier, pour dire à mes collègues parce qu'on aime la littérature, pour leur dire, comme disait Mohamed Dib dans ce livre, béni soit votre vie. Et pour faire british, je vais en